Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est une véritable joie de voir tous ces visages et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour la première séance de cette masterclass inédite de Fabrice Midal sur ce fameux geste révolutionnaire qu'il a lancé il y a quelques années, Foutez-vous la paix. Et ce geste s'est traduit par un ouvrage du même nom qui est devenu très rapidement un best-seller et il est aujourd'hui vendu vraiment dans le monde entier. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Brégégère et je vais être pendant toute la durée de cette aventure votre référent. Donc, vous trouverez mon mail sur la page du cours, si vous l'avez vu sûrement. Et il ne faudra pas hésiter à me solliciter si vous avez des questions ou des besoins pendant la durée du cours. Je serai vraiment là pour répondre à tous vos besoins. Et quand je dis que cette pratique de foutez-vous la paix est révolutionnaire, vraiment, je pèse mes mots. Vraiment, après avoir remis en question et apporté un renouveau très puissant à la pratique méditative de tous les membres de l'école de méditation, et encore plus largement au monde francophone de la méditation, il touche aujourd'hui, se foutez-vous la paix, toutes les strates de la société. Et vraiment, je crois que le coup de génie de Fabrice est que se foutre la paix est un geste à la fois simple, mais aussi ultime, et qu'il est compréhensible par toutes et tous. Et pour ma part, vraiment, qui transmet la pratique de la méditation à des adolescents dans des établissements scolaires, ce fut une aide très précieuse. Franchement, à mes débuts, quand je rencontrais mes premières classes de collégiens et de lycéens, Fabrice venait juste d'amener la pratique du foutez-vous la paix à l'école de méditation. Et je n'ai pas tout de suite osé en parler aux jeunes que je rencontrais. J'étais au fond moi-même un peu déboussolé par sa nouvelle pratique qui remettait vraiment en cause tous mes acquis méditatifs. Mais un jour, alors que je transmettais la méditation dans une classe, dans un lycée professionnel, après une pratique où je me rendais compte encore une fois que les élèves avaient l'impression de ne pas y arriver, j'ai senti l'appel du foutez-vous la paix, que c'était peut-être une pratique là, clé qui pouvait les libérer en profondeur. Et donc, j'ai commencé à en parler. Et là, et à leur transmettre cette pratique. Et ça a été un coup d'éclat. Tous les jeunes, c'était fou, semblaient avoir compris et voir de quoi il était question à partir du foutez-vous la paix. Et à partir de là, du coup, et j'ai beaucoup de gratitude pour Fabrice, j'ai repensé entièrement ma manière de m'adresser aux jeunes. Et là, j'ai senti que je tenais vraiment le bon bout. Bon, voilà. Mais pour en revenir à cette première séance de cette masterclass, Fabrice va démarrer en nous montrant comment foutez-vous la paix peut nous accompagner très profondément à dire non à la pression qui nous écrase chaque jour et de découvrir comment il est possible de mettre en action le foutez-vous la paix en quelques secondes dans toutes les situations de notre vie quotidienne. Donc, ça va être un premier cours très précieux déjà. Et voilà, je crois que là, j'ai tout dit pour lancer ce premier cours. Je donne la parole à Fabrice pour démarrer pleinement cette nouvelle aventure avec lui. Je vous souhaite une très, très belle séance et à tout à l'heure. À toi, Fabrice. Tu m'entends bien? Ouais, on t'entend bien. Ben, Ouais. merci beaucoup Mathieu. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de génial, mais j'enseignais la méditation et je faisais ça à des publics pas du tout euh, réceptifs à la méditation, mais qui étaient un peu curieux. Et puis, je faisais ça aussi à des publics plus intéressés. Et chaque fois, et à un moment, j'ai eu l'idée, à la fin de chaque fois que j'enseignais la méditation, des fois devant plusieurs centaines de personnes, de demander à la fin combien d'entre vous ont le sentiment de ne pas avoir réussi. Et à ma stupeur, une majorité de gens levaient la main. Et puis, je me suis retrouvé à un colloque où il y avait les plus grands enseignants de méditation qui avaient parlé avant moi. Et quand je commence à prendre la parole, je dis combien parmi vous ont le sentiment de ne pas réussir à méditer? Plus de la majorité des gens lèvent la main. Donc, je me suis dit, le problème n'est pas que dû à moi qui ne réussirais pas à enseigner la méditation, mais il y a un problème plus de fond. Et un jour, j'étais dans un café avec, une collègue de travail et qui me dit oh, la méditation, c'est pas du tout pour moi. Alors là, moi, faire le vide dans ma tête, essayer de me calmer, mais alors là, mais pas du tout. Et là, je me suis dit, j'ai cherché pensant à tous ces gens qui sans arrêt me disaient qu'ils n'y arrivaient pas, et je fais là une pause,
j'étais d'autant plus étonné que les gens disent qu'ils n'arrivent pas à méditer, que méditer, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réussir, il y a juste à s'autoriser à être. Alors je disais, mais il y a quand même là un paradoxe invraisemblable. Pourquoi les gens ne réussissent pas à faire quelque chose alors qu'il n'y a rien à réussir? Et que je passais mon temps à expliquer qu'il n'y a rien à réussir. Et donc là, en parlant dans ce café, j'ai dit à cette amie, enfin cette collègue, je lui ai dit, à un moment, c'est sorti comme ça, vous êtes surpris vous-même. J'ai dit, mais c'est pourtant tout simple, méditer, c'est juste foutez-vous la paix. Et là, j'ai senti qu'elle comprenait. Et donc, je raconte ça pour vous montrer que ce n'est pas du tout que j'ai eu un coup de génie, c'est juste que ça m'est venu comme un cri du cœur en allant chercher plus profond. Et la fois suivante où j'enseignais à des gens à ces groupes, j'ai expliqué foutez-vous la paix. J'aurais dit méditer, c'est juste foutez-vous la paix. Et là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que les gens comprenaient quelque chose, que méditer, ce n'était pas du tout ce qu'ils pensaient, qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Et ça a été vraiment très important. Et puis, il m'est arrivé une autre aventure. Quelques semaines plus tard, j'étais j'attendais une autre collègue de travail. Elle arrive et elle était tout à fait énervée. Et je la sentais, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, on se demande, est-ce qu'il faut dire quelque chose ou pas? Je la sentais pas bien. Et donc, je lui demande, là, je lui dis, mais est-ce que vous avez un problème, une difficulté et elle me dit, oh là là, je viens vous voir, vous êtes un des principaux enseignants de la méditation. Alors là, moi, je me suis énervé ce matin. J'étais dans une colère folle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et elle me dit, ce matin, il y a ma stagiaire, on a une stagiaire, et mon collègue la harcelait, lui parle vraiment mal, un peu, et je n'ai pas supporté. Et je me suis complètement énervé. Et là aussi, ça faisait quelques semaines que j'avais parlé de foutez-vous la paix. Et là, mais encore sans y penser, c'est jailli, je dis, mais juste foutez-vous la paix. Laissez tomber l'idée que vous devriez ne jamais être en colère. Laissez tomber l'idée que vous devriez toujours être parfaite. Et elle m'a regardé, mais complètement désarçonné. C'est un des malentendus qui arrive souvent, comme les gens savent que je pratique la méditation, les gens croient que je suis zen et qu'eux-mêmes devraient être zen. Je ne suis pas zen et je dirais j'ai jamais rencontré personne qui soit zen dans le sens habituel de l'expression. Et on a parlé ensemble, elle m'a raconté, je lui ai dit, mais au fond, avant de dire si c'est bien ou si c'est pas bien de vous être mis en colère, déjà, vous en vouloir va rien changer, va juste renforcer encore un peu plus ce sentiment de culpabilité et vous empêcher de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé, voilà, c'est ça qui est intéressant d'explorer. Et après, je lui ai dit, et en plus, je suis sûr que la stagiaire doit être très contente que quelqu'un s'est mis en colère pour la protéger. Et je me suis rendu compte, là, peu à peu, que le problème était très profond, que nous n'arrivions pas à nous foutre la paix, parce que depuis les temps les plus anciens, depuis qu'on est enfant, nous sommes fabriqués, formatés, construits pour, devant une difficulté, soit démissionner, soit se mettre davantage de pression. Et dans le cours aujourd'hui, je ne vais pas reprendre ce que j'ai expliqué dans mon livre et dans les nombreuses vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'aller creuser plus avant ce que j'ai encore jamais fait, comment fonctionne ce cercle vicieux de la pression et pourquoi foutez-vous la paix entraîne un changement, comment ça fonctionne. Donc on va essayer de creuser un peu plus avant. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré, après une conférence, quelqu'un est venu me parler, un homme d'une soixantaine d'années, il
s'appelait, on va l'appeler Marc pour pas le gêner si jamais il était là. Et il me raconte son histoire. Il travaille dans une grande entreprise et il y a, il y a beaucoup de pression et il essaye de faire le mieux possible. Et à un moment, il prend un rendez-vous pour consulter parce que il voit beaucoup moins bien d'un œil. Et l'ophtalmo lui dit que la situation est très inquiétante et qu'il doit immédiatement aller se faire un scanner, qu'il est très inquiet de ce qui se passe. Et il me raconte, je rentre chez moi, c'était loin, j'ai dû reprendre le train, la voiture, je me suis rentré à minuit. Le lendemain, à nouveau, réveil à 5 ou 6 heures du matin parce que j'avais des rendez-vous très importants, des réunions extrêmement importantes et des choses extrêmement importantes à faire. Et l'ophtalmo était tellement inquiet qu'il a appelé chez lui pour voir s'il avait été faire le scanner, mais il n'avait pas eu le temps. Et 2 jours plus tard, il n'a pas pu se lever et il a fait un burn-out très profond. Et il me racontait avec beaucoup d'émotion que ça fait 3 ans et il s'en est toujours pas remis. Et je vous raconte ça parce que ça va nous aider à comprendre comment, dans quel engrenage a été pris Marc, va nous aider à comprendre l'engrenage que Foutez-vous la paix voudrait défaire. Alors, on n'en est pas tous à un cas aussi extrême que Marc, mais le processus qui a pris, dans lequel Marc a été prisonnier, ce processus, en fait, nous le vivons tous sans nous en rendre compte. Et ce processus, c'est ce que j'appelle le cercle vicieux de l'épuisement et du surmenage. Et je voudrais essayer de vous montrer comment nous vivons pris par le cercle vicieux de l'épuisement et du surmenage. La vraie, et donc moi, ce que je voudrais commencer, au fond, c'est ça le début de mon analyse, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé pour Marc? Si vous avez une fuite chez vous, avant de trouver une solution, vous essayez de découvrir d'où vient la fuite. Ça semble évident. N'est-ce pas, Mathieu? Tu ferais ça. Si tu Bah avais oui, d'abord exactement. voir d'où vient la fuite, et ce n'est pas toujours évident. Moi, j'habite un grand immeuble, et souvent, il y a des fuites, et on met un peu de temps. Il faut que quelqu'un vienne voir, elle vient de tel étage, elle vient de telle colonne, et ça demande un peu de temps. Et donc, là, on comprend très bien que l'intuition première, je vais juste essayer d'enlever l'eau, essuyer l'eau, ça ne va pas suffire. Il y a un autre travail à faire. Et je crois que c'est ce travail que nous ne faisons pas pour expliquer la plupart de nos difficultés. Et donc, je voudrais essayer là de montrer que les difficultés que chacun a, le manque d'accomplissement personnel, la frustration, le découragement, le sentiment de ne pas réussir à accomplir ce que nous faisons, vient du fait que même si nous ne nous en rendons pas compte, nous mettons une pression qui bloque nos capacités profondes. Nous voulons tellement bien faire que nous perdons nos moyens. Et ça, vous voyez, déjà, j'espère que vous voyez le déplacement que je vous invite à faire. Parce que Marc n'a pas du tout, jamais eu le sentiment de se mettre la pression. Il a juste eu le sentiment de faire le mieux possible et d'essayer de répondre aux demandes, d'être quelqu'un de sérieux, d'être quelqu'un sur lequel on peut compter. Il n'a jamais eu le sentiment. Et donc, le sentiment de se mettre la pression, de ne pas s'écouter, de ne pas se rencontrer. Il ne voit pas du tout le processus. C'est ça qui est le nœud, ce qui cause le principal problème. C'est comme certaines fuites, ce n'est pas ce que nous pensons, la cause est complètement autre que ce que nous croyons. Et en parlant avec Marc, je me suis rendu compte que même aujourd'hui, 3 ans après, il avait toujours pas vu le mécanisme de son emprisonnement et il considérait encore qu'au fond, c'est qu'il n'avait pas été assez efficace, au fond, qu'il n'avait pas réussi assez à se mettre assez de pression pour réussir. Et donc, il vivait son burn-out comme un échec par rapport à la pression qu'il aurait voulu se mettre et non pas comme le fait que son attitude générale
reposait sur un malentendu décisif, un manque de rencontre de ce qu'il vit, de ce qu'il sent, une impossibilité à se foutre la paix. Et c'est ça, si on décrit très simplement, on a de la pression au boulot, ou juste parce qu'on est anxieux, ou peu importe, et la réponse que nous avons, c'est de nous mettre un peu plus de pression. On essaye de se motiver, et on essaye, et par là, sans s'en rendre compte, on se coupe un peu plus de ce qu'on sent, de ses émotions, de notre propre expérience, et on s'instrumentalise. Ouais, c'est ça le mécanisme tout à fait subtil et malheureux. Voulant bien faire, on sent un peu moins ce que nous vivons. On n'a plus le temps de s'arrêter. Et du coup, on étouffe encore plus. Et ce que vraiment je voudrais montrer, c'est que dans le cercle vicieux, on s'y engage mu par les meilleurs sentiments du monde. Ce n'est pas du tout parce qu'on ne fait pas bien. On veut bien faire, on veut assurer, on veut... et on voit, au fond, on ne voit même pas d'autres possibilités. Et malheureusement, le choix que nous faisons est tout à fait désastreux. C'est clair que foutez-vous la paix, c'est surprenant parce que c'est contre-intuitif. C'est paradoxal, parce que quand je dis foutez-vous la paix, les gens disent ah oui, ils sentent à peu près bien, mais dès qu'ils essayent de penser, ils ont l'impression que je leur dis juste lâcher la pression comme ça. Mais c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, parce que c'est pour trouver de la force, de l'allant, de l'enthousiasme, il faut faire ce qui semble absurde, enlever la pression, se foutre la paix. Alors c'est ça qu'il faut que je réussisse à vous montrer ce matin. Alors, on va essayer de décrire peut-être quelques formes de pression. On va d'abord décrire quelques formes de pression, et puis j'essaierai d'être un peu plus précis encore dans le schéma du cercle vicieux. Il y a plusieurs formes de pression. Il y a la pression sociale, il y a les normes et la normalité, la normativité, les protocoles, et ce que j'appelle les tableaux XL. Voilà, 4 modèles de pression, de manière d'être coupé de soi-même, d'être embarqué. Et foutez-vous la paix, c'est chaque fois arrêter ce mouvement-là. Alors, la pression sociale, c'est énorme. La pression sociale, je crois que beaucoup de discours actuels ne prennent pas assez en compte le fait que, en tant qu'être humain, nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes des animaux politiques, comme disait Aristote, et en tant qu'animaux politiques, le fait d'être en lien avec les autres, d'être en relation, d'être accepté par la communauté est fondamental. Ce n'est pas quelque chose... là, je fais une remarque philosophique, mais nous vivons, nous, avec un modèle, nous serions des êtres individuels qui, après, rentrons en lien avec les autres. Ce n'est pas vrai. Et donc, nous ne voyons pas bien ce qu'il s'agit de faire. Et donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est voilà, c'est ça, c'est la pression. La pression sociale, c'est... oui, excusez-moi, on ne voit pas bien, parce que comme on ne voit pas à quel point on est des animaux sociaux, des animaux politiques, on ne se rend pas compte que nous ne pouvons pas faire autrement que d'essayer d'être intégrés dans un groupe. Et donc, quand il y a de la pression sociale, par exemple, vous êtes dans un groupe où tout le monde boit, beaucoup d'alcool, je prends exprès un cas un peu singulier, et bien, si vous ne buvez pas, vous allez apparaître comme quelqu'un d'à part, auquel on n'a pas vraiment confiance, et vous allez vous sentir mal, vous allez avoir beaucoup de mal à résister à la pression et assumer votre singularité. Alors, je prends exprès un cas extrême, mais dans la plupart du temps, ça a l'air tout à fait normal, même si ce n'est pas normal. Et les philosophes ont beaucoup réfléchi à ça, et en particulier un philosophe qui s'appelle Canguilhem, qui est mort aujourd'hui, qui était un grand philosophe au XXe siècle, a beaucoup réfléchi à pourquoi le fait de s'adapter à la norme, loin d'être un signe d'intelligence,
peut devenir, il y a une normalité sociale qui devient pathologique. Et il faudrait inventer le trouble de la personnalité sociale, qui fait qu'on veut, on veut tellement être intégré qu'on perd la capacité d'être soi-même, d'être singulier. Et donc, vous voyez, foutez-vous la paix ici, c'est je reconnais la pression sociale et j'accepte de ne pas la suivre pour rester moi-même. Je sens cette pression, il faut que je sois comme ça pour être accepté, je me fous la paix. Et à partir de là, peut-être je vais faire des compromis, peut-être je vais assumer, et même si je dois en payer le prix, de maintenir ce qui est pour moi essentiel. On pourrait nommer mes principes, mes valeurs, et c'est ça le problème. Donc ça, c'est ça, et vous voyez, c'est très embêtant parce que c'est vraiment embêtant parce que justement, c'est par là que les actes de barbarie, le racisme et tout ça peuvent se manifester. Donc, foutez-vous la paix, c'est se rendre compte de la pression sociale inapparente pour réussir à créer un peu d'espace. Et ça, c'est vraiment central. Le deuxième point, c'est la norme. J'aime beaucoup cette phrase de Pessoa, « Il n'y a pas de norme, tous les hommes sont des exceptions à une règle qui n'existe pas. » Elle est belle, non? Tous les hommes sont... Il n'y a pas de norme, tous les hommes sont des exceptions à une règle qui n'existe pas. Alors là, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais c'est vraiment passionnant que le mot « norme » est un mot qui a existé pendant des siècles pour désigner l'idée géométrique d'un angle droit. La norme, c'était vraiment limité à un problème mathématique. Et au fond, un mur normé, c'est un mur qui est édifié de manière solide pour ne pas s'effondrer. Et si la norme n'est pas bien, le mur ne tient pas. Et ouais, là, c'est logique, c'est simple. Ce qui est très étrange, c'est que dans notre société, peu à peu, le mot norme est devenu exponentiel. Et la norme est devenue ce qui est habituel, ce qui est acceptable, ce qui est conforme. Et normal, être dans la norme, être normal, a pris des proportions absolument extrêmes. Et il y a beaucoup de pression aujourd'hui pour être dans la norme. Et la norme n'a pas à voir, et là c'est vraiment, mais je dis toujours, de prendre le temps de vraiment penser à ça. La norme n'est pas liée à la raison, comme c'était le cas avec le mur. Le mur, pour qu'il tienne, il faut qu'il soit raisonnablement structuré géométriquement. Et la question des angles est une question de raison, mais la norme repose sur des mesures statistiques. Vous savez, quand on dit « est-ce que mon enfant est normal ?» parce qu'il met un peu plus de temps à apprendre à lire que d'autres, au fond, par rapport à une mesure statistique. Et donc, vous voyez, et là, vous ne vous en rendez pas compte, mais nous sommes tous pris par la norme, la volonté d'être comme tout le monde, la volonté d'entrer dans ce qui est une moyenne statistique, et en réalité, c'est une violence profonde que nous subissons. Donc, nous subissons la violence de la pression sociale, d'être comme tout le monde. Nous subissons la norme de correspondre à une sorte de moyenne statistique qui n'est pas rationnelle. Et de ce point de vue-là, les normes sont irrationnelles parce que la statistique n'est pas la raison. Et pour ceux qui... et je rappelle que les normes sont fondées sur des statistiques qui, des fois, reposent sur un pourcentage. Ce n'est même pas la moyenne. La moyenne ne veut pas dire la majorité, c'est la moyenne. Donc, parfois, la moyenne, ça peut être 5 ou 6% de la population qui est comme ça, et donc ça, c'est la norme. En médecine, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a vu que beaucoup de mesures de médicaments sont faites par des normes, et en fait, ça n'est vraiment valide que pleinement effectif que pour
5 à 6% de la population. Et que si, par exemple, il y avait certains médicaments qui étaient faits pour les hommes et pour les femmes, on augmenterait considérablement parce que, en raison des hormones, certains médicaments ne sont pas du tout tolérés de la même manière. Vous voyez, donc ça, c'est des... Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est des sujets qui m'ont beaucoup passionné. Et donc, foutez-vous la paix, c'est se rendre compte comment la norme est rentrée, oriente ma manière de vivre et de penser, et m'empêche d'être moi-même, d'être libre et de prendre des décisions justes. Et les protocoles sont une autre manière de perdre rapport à une forme de liberté et de spontanéité. C'est-à-dire, au lieu de faire quelque chose comme en fonction de la situation, le protocole prend toute la place. Un protocole, ça peut ne pas être forcément négatif. Par exemple, avoir certains protocoles pour certaines choses, ça donne un cadre. Mais l'obsession du protocole, le fait que tout est mis en protocole, c'est vraiment, ça finit par restreindre la capacité de pensée, de liberté, de spontanéité, de créativité. Voilà, quand j'enseigne la méditation dans l'école, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de protocole. Beaucoup de gens enseignent la méditation, il y a un protocole, vous l'apprenez, vous répétez le protocole, vous ne sortez pas du protocole, le protocole, il est normé. Moi, ce que j'essaye d'apprendre aux gens qui se forment à la méditation dans l'école, c'est de comprendre la méditation, comprendre comment elle fonctionne et pouvoir l'adapter eux, parce que chaque situation est différente, les êtres humains sont différents, et quand il n'y a plus que des protocoles, il n'y a plus de relations. Et que moi, ma conviction, par exemple, sur la méditation, c'est qu'on n'enseigne pas du tout la méditation de la même manière à un enfant, à un adolescent en difficulté, à un adolescent qui a la pression de réussir des examens. Mathieu, il enseigne la méditation à des ados aussi bien dans des lycées en zone défavorisée que dans des grandes écoles. Et ben, il ne fait pas la même chose. Vous n'enseignez pas la même chose à des adultes, à des gens qui sont dans un cadre professionnel, aux personnes âgées dans les EHPAD. On a tout un projet très important dans l'école de développer avec des gériatres des pratiques de méditation pour les personnes âgées. Donc, chaque fois, c'est autre chose qu'il y a à faire. Et je donnais quelques conseils aux gens qui ont suivi la formation en un an dans l'école sur la méditation, et j'étais très frappé de voir que chacun, après un an, me racontait, voilà, moi, dans mon cadre thérapeutique, eh ben, je me rends compte qu'enseigner la méditation à une personne, ça implique ceci, ceci, cela. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Quelqu'un d'autre disait, moi, je travaille avec des handicapés mentaux, eh ben, je me suis rendu compte que méditer, il faut l'adapter comme ça. Et moi, je pense que c'est cette adaptation qui est centrale. Et donc, foutez-vous la paix, c'est je n'ai pas besoin de suivre à la lettre le protocole, j'ai à comprendre les choses pour être juste. Et être juste, c'est parier pour la relation. Et foutez-vous la paix, c'est parier pour la relation. Et foutez-vous la paix, c'est apprendre à se libérer de ça. Donc, vous voyez, on voit bien, foutez-vous la paix pour se libérer de la pression sociale, foutez-vous la paix pour se libérer de la norme statistique qui est erronée et non rationnelle, mais qui s'impose partout. Foutez-vous la paix pour se libérer des protocoles qui dominent tout. Et j'avais envie de dire des tableaux Excel. Les tableaux Excel, moi je travaille mon métier, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent, moi. Je travaille dans l'édition, il y a des tableaux Excel pour tout. Les tableaux Excel, parfois, c'est bien, mais parfois, ça n'est pas bien du tout. Parce que parfois, on veut tellement faire tout rentrer la réalité dans les tableaux Excel que ce n'est plus la réalité qu'on a. Et on peut réussir à faire dire beaucoup de choses au tableau Excel. Donc, ça peut être éclairant, mais ça peut devenir aussi une manière, vous voyez, de mettre la pression, de faire rentrer dans une norme, de tuer l'imagination, de tuer la sensibilité, de tuer l'intelligence, de tuer la liberté. Voilà, c'est ça. Et foutez-vous la paix, c'est sentir que toute cette pression-là, elle nous écrase et nous perdons rapport à la présence, à la liberté, etc. Maintenant, je voudrais montrer que c'est comme cela que se met en place une forme d'épuisement. Et peut-être vous pourriez prendre quelques secondes pour essayer de voir quelle est votre empreinte d'épuisement. Comment vous, à cause de cet ensemble voilà, j'en ai nommé 4, mais il pourrait y en avoir d'autres, de cette pression, comment vous vous sentez écrasé, épuisé, nié. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes différentes.
prenez quelques secondes pour essayer de sentir ça, écrasé, épuisé, nié. Comment ça se manifeste? Et après, donc ça c'est au niveau un peu émotionnel, mais c'est intéressant de regarder aussi au niveau physique. Est-ce que, par exemple, la pression est telle que vous arrêtez de lire, que vous n'avez plus la force de lire, vous êtes trop fatigué, ou que vous perdez des choses, ou vous ne réussissez plus à dormir, ou vous essayez de boire des boissons de plus en plus sucrées? C'est intéressant d'essayer de remarquer les signes d'une forme de surmenage mental, de surmenage adaptatif, qui sont les signes que vous avez besoin urgemment de vous foutre la paix pour essayer de créer une brèche dans ce mécanisme-là. Et donc, je pense que c'est un très bon exercice à faire. Qu'est-ce qu'au niveau émotionnel, je sens? Je me sens épuisé, je me sens surmené, je me sens écrasé, ou plein d'autres choses. Ce sera très intéressant que vous n'hésitiez pas à me faire part de vos retours. Ce sera très, très éclairant. Je construis mes cours beaucoup en fonction de vos questions, mais aussi de vos retours. Donc là, ça m'intéresserait beaucoup si à ce moment-là du cours, il y a quelque chose qui clique pour vous, une petite lumière qui s'éveille, que vous reconnaissez quelque chose et que peut-être vous allez avoir d'autres formulations qui seront éclairantes. Et après, concrètement, dans votre vie, physiquement, comment ça se manifeste? Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien là le cercle vicieux du surmenage que j'essaye de décrire. Alors, donc, c'est important parce que le cercle vicieux, c'est exactement l'antipode de foutez-vous la paix. Il y a le cercle vicieux, je dois mieux faire, je dois mieux me conformer, je dois mieux m'instrumentaliser, je dois encore mieux faire. Ça, c'est le cercle vicieux qui nous... Et foutez-vous la paix, c'est sans condition, je me fous la paix. Je cesse de vouloir être une sorte de machine, de super-héros, de robot. J'assume d'être là où je suis. Je reviens là où je suis. Je cesse ce mécanisme absolument, absolument pervers. Et la logique du cercle vicieux, c'est que vous essayez de diminuer l'intensité de ce que vous ressentez, vous essayez de fuir l'intensité parce que c'est trop difficile. Or, plus vous voulez fuir l'intensité, plus elle s'envenime, plus paradoxalement elle s'intensifie. Vous vous sentez écrasé, et donc vous voulez en faire plus pour vous sentir un peu moins écrasé, et en faisant plus, vous vous écrasez encore davantage. Mais vous ne voyez pas d'autres solutions. C'est ça que je vous racontais avec l'exemple de Marc. Il ne voit pas d'autres solutions, puisqu'il a la pression, c'est en faisant encore plus qu'il va réussir. Il n'y a plus d'autres possibilités. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de choses à faire que vous êtes débordé, mais c'est parce que votre approche pour les faire est erronée. Et ça semble aussi à nouveau pas du tout logique, puisqu'on se dit, si j'ai trop de choses à faire, je suis débordé parce que j'ai trop de choses à faire, donc il faut que j'en ai moins à faire. Ce n'est pas vrai. Et un bon exemple, c'est que vous aurez toujours trop de choses à faire. Surtout pour ceux qui travaillent aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui travaillent dans la plupart des sociétés, le nombre de mails qu'on reçoit chaque année augmente. Il n'y a aucune chance, donc j'espère là ne pas trop déprimer certains d'entre vous, mais il n'y a aucune chance que les mails diminuent l'année suivante. Donc, à un moment, il va falloir changer de mode d'action, de relation au monde. On sera toujours plus sollicité. Et la seule manière, par rapport à la pression, c'est à un moment de faire une pause. Mais ce n'est pas ça que nous faisons, parce qu'être débordé, c'est paradoxalement un choix beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué. Donc on choisit d'être débordé parce que ça nous semble moins difficile. Et c'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Je suis débordé, j'ai trop de choses, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de pression, j'ai cette normalité, j'ai la pression. Donc je suis débordé, et je veux en faire un peu plus. Et voilà comment ça commence. J'espère que vous commencez à voir comment se met en place ce cercle vicieux
et qui est terrible, parce que ça ne marche pas et que la seule chose, à un moment, c'est de casser ce cercle vicieux. C'est ça, foutez-vous la paix. On arrête. On arrête complètement, on arrête radicalement. L'exemple le plus extrême que j'ai connu dans ma vie, c'était quand j'étais jeune prof, je donnais des cours particuliers pour aider des élèves en difficulté en les aidant. Non pas, enfin, c'est pas vraiment des cours particuliers, c'est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui même des sortes de coaching scolaire. Et donc j'allais chez les élèves qui avaient des difficultés pour les aider à structurer autrement leur manière de faire les choses. Et j'ai rencontré une fois une élève qui avait raté son bac et qui me décrivait que en rentrant chez elle, elle recopiait son cours, ce qui lui prenait 2 heures. Après, elle faisait une fiche exhaustive qui lui prenait encore 2 heures. Si bien qu'elle se couchait tous les jours à minuit sans jamais avoir appris son cours. Et donc, ses résultats scolaires étaient absolument déplorables alors qu'elle travaillait. Et donc, il y avait une pression de la part de ses parents, mais au moins, comme elle travaillait jusqu'à minuit, qu'elle ne sortait plus, qu'elle ne voyait plus ses amis, qu'elle n'allait pas au cinéma, qu'elle ne faisait rien, tout le monde avait l'impression qu'elle faisait tout ce qu'il fallait. Et voilà, ça, c'est vraiment un parfait exemple du cercle vicieux. Et moi, j'essaie de lui dire, plus de crocopier de cours, plus de fiches, il faut juste apprendre son cours, travailler qu'une demi-heure le soir et aller au cinéma. Mais les parents m'ont pris pour un fou furieux qui voulait l'échec de leur fille. Et ça a été vraiment la catastrophe. Et j'ai pas réussi et elle s'est effondrée. Et ça a été vraiment tragique comme histoire. Donc c'est vraiment un des cas les plus extrêmes. Mais ça fait apparaître le mécanisme, vous voyez. Lui dire, on va travailler moins, on va aller au cinéma, mais tu es complètement fou. Parce que pour nous, il n'y a que 2 alternatives. Soit je renforce la pression, soit je ne fous plus rien, je glande, c'est la démission. Mais l'idée qu'il y a une autre manière de se relier aux choses, qui est foutez-vous la paix, qui n'est absolument pas démissionner et ne rien faire, et ça, je dois dire que j'étais très surpris parce que je dis ça quand même assez souvent dans le livre, et je vois de temps en temps sur différentes plateformes, les gens disent « Ah oui, mais foutez-vous la paix, ça c'est pour des gens qui ont vraiment pas de problème dans la vie, parce que moi j'ai des problèmes, il faut quand même que je me force à avancer, sinon si je démissionne, mais moi j'ai jamais dit qu'il fallait démissionner. J'ai dit comment faire pour lâcher la pression qui nous tue, qui nous fait perdre nos moyens, qui nous rend idiots, qui nous empêche d'être créatifs, qui nous empêche de répondre aux situations et qui doucement nous ronge. Alors soit ça nous ronge comme dans le burn-out, soit ça nous ronge et on est de moins en moins soi-même, on a l'impression de passer à côté de sa vie, on a l'impression de ne pas réussir à faire les choses. La situation de surmenage émotionnel, c'est vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez votre téléphone portable, vous regardez vos messages. Pas parce que voilà, vous êtes un peu, vous avez envie d'anticiper tout ce qu'il y a à faire. Oui, vous avez plein de bonnes raisons, vous avez envie d'anticiper. Vous prenez un café très vite, la journée démarre sur les chapeaux de roue, vous arrivez au travail au pas de course, vous enchaînez les réunions, vous jonglez avec les tâches, et vous avez l'impression de vous noyer, d'être submergé par des sollicitations qui se succèdent sans relâche, mais surtout, ne rien laisser paraître, abattre le travail, tête baissée. Vous rentrez chez vous, votre famille est merveilleuse, vous les aimez. Vous avez tellement de soucis et de sollicitations que vous êtes là sans y être. Vous continuez à regarder votre téléphone portable, un rien vous irrite. Vous savez qu'en principe, vous devriez débrancher votre téléphone, vous devriez profiter des aides qui vous sont chères, mais vous êtes juste débordé et vous ne voyez pas comment vous pourriez faire. Alors, vous essayez de vous détendre en regardant la télé, et puis vous n'avez pas vraiment le temps de faire à manger, donc vous mangez une pizza, des pop-corn, et vous allez vous coucher et vous êtes épuisé, non sans avoir regardé votre messagerie. Au réveil le matin, vous avez l'impression d'être pas du tout reposé. Et en plus, vous vous sentez coupable, vous avez l'impression d'être un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais mari, de ne pas être un ami à la hauteur. Vous n'avez pas la vie dont vous rêviez, et vous vous sentez coupable. Et donc, du coup, vous vous sentez encore plus mal, donc vous avez encore moins d'espace pour essayer d'affronter les choses, et donc vous essayez d'aller un peu plus vite, de vous instrumentaliser un peu plus. C'est ça, être débordé. C'est mener plusieurs tâches de front de façon frénétique, en étant toujours en alerte, en pouvant jamais lever le pied, être toujours connecté, passer sans relâche d'une tâche à une autre.
Et ça, c'est malheureusement la situation, et c'est pour mettre fin à cette situation qu'il faut apprendre à se foutre la paix. Et c'est très important de comprendre que c'est un problème majeur, parce que près de la moitié des salariés à l'échelle mondiale, toutes les études assez poussées l'ont montré, pensent que leur stress s'est considérablement accentué au cours des dernières années. Dans de nombreux pays, au Mexique, en Russie, au Brésil, il y a plus de 70% des femmes qui affirment être stressées la plupart du temps. Et c'est terrible. Et c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour notre vie de famille. Les premières victimes du surmenage, c'est nos proches. Nous les privons de notre temps, nous les privons de notre attention, nous les privons de notre affection. Et nous sommes pris par un ensemble de mécanismes, dont celui, le jour où j'atteindrai mes objectifs, je serai heureux. Mais c'est faux. Croire que je serai heureux le jour où j'atteindrai mes objectifs, c'est faux. J'ai sacrifié ma santé, ma vie privée, le sens de ma vie de couple, ma vie de famille, pour mon propre épanouissement, ma contribution à la collectivité, au nom d'une certaine forme de fiction. Alors, essayons de continuer à décrire le phénomène qui est complexe à déplier, parce qu'il est tellement inaperçu. Mais le fonctionnement de ce surmenage, un des aspects inapparents, inaperçus, c'est qu'on a l'idée qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas contrôler les choses. Et c'est ce que j'appelle la résignation active. Un des éléments de la catastrophe, un des éléments qui explique la souffrance, qui explique comment fonctionne ce cercle vicieux, c'est la résignation apprise. Il y a une enquête absolument atroce. J'ai presque, chaque fois que je veux en parler, je tremble un peu parce qu'elle est un peu terrible. C'est en 1967, en Pennsylvanie, Martin Seligman, qui va devenir après le fondateur de la psychologie positive, qui est un jeune psychologue, soumet des pauvres chiens, ça c'est vraiment un peu affreux, à des décharges électriques. Et ils peuvent fuir, mais ils ont parfois des décharges électriques. Et à force de... Non, ils sont enfermés, ils reçoivent des décharges électriques. Ils reçoivent des décharges électriques, donc peu à peu, ils ne bougent plus. Et ils sont complètement épuisés, perdus. À un moment de l'expérience, on ouvre une porte, et ils voient la porte, et ils pourraient fuir. Mais ils sont tellement épuisés, ils sont tellement perdus, que leur énergie est entièrement orientée pour supporter la situation qu'ils ont vécue de stress, et ils n'ont plus d'énergie pour changer la situation. Et ils ne voient plus qu'ils peuvent fuir, et ils ne voient plus qu'ils ont le choix. Et face au surmenage et à la pression, la seule solution que nous avons, que nous croyons que nous avons à cause de l'impuissance apprise, c'est d'être stoïque. Et c'est pourquoi, moi je dis, si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, et si vous foutiez la paix. Vous voyez, c'est ça le renversement que je propose. C'est en vous foutant la paix, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et c'est ça, aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'il faut supporter stoïquement. Je n'ai pas le choix. Il faut que donc je me stimule à la caféine, je végète devant la télévision, j'essaye de me détendre, je m'abonne à des applications de méditation pour me détendre. Tout ça ne fait que renforcer le problème, puisque on essaye juste de s'adapter encore plus au lieu de faire une brèche, au lieu d'arrêter la pression, au lieu de se rendre compte que cette pression, on n'arrivera pas à y mettre un terme en y répondant, mais en se rendant compte que cette pression, il faut à un moment juste ne plus en être prisonnier. Est-ce que vous avez remarqué que s'il y a un paquet de chips ou de cacahuètes et que vous êtes en train de regarder la télévision, vous le mangez jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Vous ne vous arrêtez pas pour vous demander est-ce que j'en ai eu assez. Vous n'avez pas l'espace, le temps de vous arrêter et dire mais est-ce que j'en veux. Vous êtes pris, et bien c'est ça la spirale. Et donc foutez-vous la paix. À un moment, c'est d'arriver à arrêter ça. Alors avec les cacahuètes, ce n'est pas si grave, mais avec notre vie tout entière, ça peut devenir grave.
Donc, je ne vous dis pas forcément de vous foutre la paix et de revenir à ce que vous sentez et à ce qui est chaque fois qu'il y a un paquet de cacahuètes, mais ça vaut la peine de le faire plus radicalement. Il y a le prix Nobel d'économie Kahneman, mais qui était un psychologue qui est un type vraiment absolument qui m'inspire beaucoup, qui dit que la plupart du temps, nous agissons avec ce qu'il appelle la pensée de système 1. On autonomise ses comportements pour ne pas avoir à réfléchir et faire les choses mécaniquement. Et dans notre monde où la norme sociale nous conduit à une frénésie d'activité, eh ben, on agit comme ça, ainsi mécaniquement. Et malheureusement, souvent, ces mécanismes ne sont pas sains. Et à un moment, il est bien d'avoir le système 2, qui est un système plus lent, réfléchi et plus logique. Foutez-vous la paix de ce point de vue-là, c'est revenir à quelque chose de logique. Le système 1, donc vous voyez l'esprit instinctif, mécanique, qui répond à la situation, il est important à un moment de ne pas le suivre aveuglement. On fait ainsi plein d'activités vides, notre téléphone, etc., qui ne sont pas gratifiantes, alors qu'à un moment, on finit par vivre en pilotage automatique, en devenant des sortes de zombies surbookés. On ne fait pas des choix délibérés, on n'arrive plus à prêter attention, on a un cerveau débordé, épuisé, et voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est être épuisé est un choix qui paraît plus facile. On peut prendre un autre exemple, on est comme la grenouille qui est plongée dans une casserole d'eau froide, et elle ne se rend pas compte doucement que la température est en train de monter et que l'eau est en train de bouillir, et elle va être cuite au lieu de s'échapper. Alors, comment faire? Pourquoi les solutions qu'on nous propose ne fonctionnent pas? Parce que les solutions qu'on nous propose n'ont pas compris ce que je vous ai décrit, ce mécanisme infernal. Donc, on ne fait que renforcer la pression. Quelqu'un qui est énervé, on lui dit « calme-toi ». Est-ce que quelqu'un qui est énervé, de lui dire « calme-toi », ne l'a jamais aidé? Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un qui est énervé en disant « calme-toi », ça va mieux? La personne se sent insultée, la personne se sent mal compris, la personne se sent ne pas pouvoir rencontrer ce qu'elle vit, donc ça ne marche pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui serait déprimé? Si quelqu'un est déprimé, est-ce que lui dire « secoue-toi » a déjà marché? Non. Plus on dit à quelqu'un « secoue-toi », plus on le culpabilise d'être déprimé et moins on lui montre de solutions. Autrement dit, prenons encore d'autres exemples. Est-ce que quelqu'un qui est angoissé, vous lui dites « allez, vois la vie en positif, ça va aller ». Est-ce que ça a aidé? Est-ce que quelqu'un qui vient d'être quitté par son mari, par sa femme ou par son compagnon, et qu'on lui dit « ah, une de perdue, 10 de retrouvée, ouvre les yeux, tu vas voir, tu vas rencontrer quelqu'un ». Est-ce que ça l'a aidé? Non. Au contraire, ça l'enfonce encore plus. Est-ce que quand quelqu'un est en colère, lui dire « allez, c'est horrible, là, tu es en colère, cool », ça l'aide? Non. Est-ce que quelqu'un qui est hypersensible, de lui dire « oh là là, prends pas les choses aussi à cœur, pourquoi tu es aussi hypersensible », ça l'aide? Non. Est-ce que quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, lui dire « allez, dors, ferme les yeux, dors, tu vas voir », est-ce que ça l'aide? Non. Eh bien, c'est pareil pour tout. L'attitude habituelle qu'on nous propose, c'est de nous imposer de faire quelque chose que l'on n'arrive pas à faire. Donc, évidemment, quand on est énervé, se calmer, ça serait bien. Quand on est déprimé, se secouer, ça serait bien. Mais si on est déprimé, c'est qu'on ne voit pas comment on va se secouer. Si on est angoissé, c'est qu'on ne voit pas comment on pourrait voir la chose de manière plus positive. Si on est en colère, c'est que justement, on est en colère. Personne n'a choisi délibérément d'être en colère, n'a choisi délibérément d'être déprimé. Donc, il y a un malentendu radical. On fait croire aux gens que par un choix délibéré, ils pourraient sortir de quelque chose qu'ils n'ont pas choisi de manière délibérée. C'est absolument affreux et ça crée une immense culpabilité. La solution qu'on propose, elle ne marche pas. C'est vraiment une illusion que, avec plus de volonté, on va davantage réussir. Donc, on réussit pas. Et le sous-entendu, ici aussi, vous voyez, une autre couche de malentendu, c'est si tu réussis,
à faire exactement tout ce qu'il faut, tu seras heureux. Moi, on me disait ça quand j'étais petit enfant. Si tu travailles bien, plus tard, tu seras heureux. C'est affreux, c'est complètement faux. C'est si tu es heureux que tu peux réussir. On a complètement inversé la logique. C'est si tu es heureux d'apprendre, alors tu vas réussir. Mais comme on te dit tout le temps, si tu réussis, tu seras heureux, on met la pression encore plus, du coup, tu n'as plus aucune envie d'apprendre. Tu ne vois pas du tout comment tu pourrais apprendre. Donc, c'est exactement le contraire qu'il faut faire, c'est retrouve le plaisir, abandonne l'objectif, et là, tu as une chance de le réussir. Au fond, tant qu'on est obsédé par l'objectif, on ne peut pas le réussir. Et c'est pourquoi je pense que la vraie solution, c'est on se fout la paix. Et peut-être on peut faire un petit exercice pour se foutre la paix, juste là, pendant quelques secondes. Alors vraiment, ça va être tout simple. Hein. Je vous propose juste de prendre un moment pour simplement rester là quelques secondes. Et quand on reste là pendant quelques secondes, il y a une petite panique d'être là simplement conscient. Qu'est-ce que je dois faire? Mais là, je sens rien. Mais là, j'ai peur. Mais là, je m'ennuie. Peu importe. Et là, c'est ça la clé. C'est est-ce qu'on peut entrer dans cette expérience qui n'est pas complètement détendue, cool? Est-ce qu'on peut rentrer dans cette petite expérience? Et c'est ça, on se fout la paix. J'accepte de sentir ce qui se passe. Là. Et étrangement, si je consens à rester là, dans l'incertitude ou un léger inconfort, d'être un peu dans le silence, ben doucement, je vais voir que je peux l'habiter et qu'il est au fond tout à fait bienfaisant. Et je vous invite à rester là, dans cette présence, ce silence. On est ensemble comme ça, sentir que là, vous êtes avec moi. Je ne vous demande rien de faire, je ne vous demande pas de faire un exercice particulier, de méditer, mais juste de vous foutre la paix, de vous autoriser là à être exactement comme vous êtes. Simplement de rencontrer la personne que vous êtes là maintenant. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à rencontrer la personne que vous êtes là maintenant? Voilà. Et c'est très très simple. Ça prend que quelques secondes. Et ça renverse complètement. Ouais, c'est ça le mécanisme. Alors là, j'ai donné une manière de faire. Il y en aurait plein d'autres. Mais c'est ça le mécanisme qui met fin au cercle vicieux du surmenage, de je ne peux pas faire autrement. C'est un moment, j'arrête un mécanisme. J'arrête la pression, j'arrête la norme, j'arrête de vouloir correspondre, j'arrête le protocole. Voilà, j'assume de rencontrer l'être que je suis, qui est comme il est, qui n'est peut-être pas surefficient, qui est humain, qui est vulnérable. Et paradoxalement, ce que je voulais vraiment essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que cette attitude, elle est la clé de l'accomplissement humain. Alors, et c'est ça qu'en général, les gens voient bien que foutez-vous la paix, c'est nécessaire, mais ils n'ont pas l'impression que c'est la clé de l'accomplissement. Moi, je ne sais pas si vous connaissez Richard Feynman, c'était un très grand scientifique, mathématicien, qui a joué un rôle majeur dans la théorie quantique des champs, mais ce n'est pas ça que je vais vous expliquer ce matin. Mais après, il a eu un grand succès. Il a eu un grand succès au XXe siècle. Donc il racontait plein d'anecdotes. Il racontait que quand il était enfant, il était né à Brooklyn, dans une famille assez pauvre, et donc il réparait les radios. Et il était devenu un peu un enfant prodige parce que, assez jeune, il réparait toutes les radios.
Et un jour, dans un hôtel, on l'appelle, il y a une radio qui ne marche pas. Et l'appareil vrombissait et émettait un rugissement important. Puis à un moment, le son redevenait normal. Et là, il raconte très bien, Richard Feynman, qu'il marche dans la pièce en essayant de comprendre ce qui se passe. Ça ne correspond à rien. Parce que d'habitude, le problème qu'il y avait, c'était qu'il y avait un fil qui était mal branché, donc ça faisait un problème. Et donc, il y avait un composant défectueux ou un fil mal branché, donc il s'agissait de trouver le fil et de le remettre. Et là, ce n'était pas possible que ce soit ça qui produise l'effet. Donc, il marche. Alors, le client auquel on a vendu ce jeune homme, enfin ce jeune garçon, je pense qu'il avait 13-14 ans, qui réparait lui met la pression à fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous tournez en rond? Est-ce que vous allez la réparer ou pas, ma radio? Et Fernand raconte qu'il n'a pas bougé. Il a continué jusqu'à ce qu'il ait une idée de quelque chose auquel il n'avait jamais pensé qui pourrait expliquer le problème de la radio. Et il a trouvé une solution. Et ouais, ça, je trouve que c'est tout à fait clair. Il a dû faire l'exercice qu'on a fait. Il a dû arrêter la pression, d'essayer de faire ce qu'il connaît déjà, accepter de se poser, d'accepter l'incertitude de ne pas savoir, pour pouvoir, à partir de là, penser autrement et inventer une possibilité. Et je crois que c'est ça la clé pour tout. Ça, c'est la clé pour les relations, pour la vie. La pression nous aveugle. Quand on enlève la pression, on retrouve quelque chose de plus humain et de plus vivant. Et c'est ça, foutez-vous la paix, c'est retrouver une présence engagée, libre et créatrice. Et c'est ça dont on a besoin. Et c'est ça. Et c'est précieux, et ça fait la différence dans notre monde, parce que on peut créer un vrai impact. Au lieu de juste répondre aux choses aveuglement, on se pose, on regarde les choses autrement, on se fout la paix, on essaie de regarder les choses sur un autre angle, et on trouve une solution. Et oui, c'est aussi un des problèmes de ne pas se foutre la paix, c'est qu'on est pris par la pression, donc on est dans l'auto-justification de ce que l'on fait, on a peur d'être mis en question, tout ça est absurde. Et ce qui est très précieux, c'est que l'opposé de surmener, c'est pas être détendu, calme et zen. L'opposé, et ça c'est vraiment, là c'est quelque chose que j'ai beaucoup expliqué, qui est au cœur de Foutez-vous la paix, donc je pense que la plupart d'entre vous, ça c'est assez clair. On nous fait croire que le contraire de surmener, c'est calme. C'est calmez-vous, soyez zen, soyez détendu. C'est absolument faux. Même pendant nos temps libres, on jongle avec les impératifs de la vie familiale, les réseaux sociaux, la consommation de contenu numérique et on est épuisé. Le contraire du surmenage, c'est la présence soutenue, ouverte. C'est un engagement dans le présent. Le contraire du surmenage, c'est pas être zen, c'est être engagé. C'est presque être enthousiaste, c'est être engagé dans les conversations qu'on a. C'est faire ce qui est important pour nous. C'est s'immerger dans ce que l'on est. À cause du surmenage, on est éloigné des personnes, des valeurs, des activités qu'on considère comme importantes. Et cet éloignement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais peu à peu. C'est ça le cercle vicieux. C'est qu'on se désengage, et on se désengage, et on sent un vide, et on se surmène pour remplir le vide. Voilà la clé du problème, vous voyez. Et donc, quand je décris la journée du surmené, on se lève, on fait ça, ce qui fait, c'est que plus rien ne le comble. Donc, il essaye de combler le vide par des activités frénétiques qui ne le comblent pas. Et c'est ça qui est absolument... et la clé, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la méditation, mais il y a plein d'autres approches. J'aime l'approche de la méditation. Pour autant qu'elle ne repose pas sur une volonté de se contrôler grâce à la pratique. Grâce à la pratique, je vais contrôler mon souffle, je vais contrôler mes pensées, je vais m'observer. C'est pour ça que je pense que la plupart des approches de la méditation ne répondent pas au problème. Ils n'ont pas analysé d'où venait la fuite. Donc, ils ne font que rajouter encore de l'eau au problème. Parce qu'ils ne comprennent...
C'est vrai que méditation, la méditation en tant que telle, ça ne veut rien dire. Il y a la méditation qui est juste une nouvelle forme de je vais encore mieux contrôler les choses, ce qui ne marche pas. Ce qui marche, c'est vraiment ce renversement radical de perspective. Je ne me mets pas la pression, je ne démissionne pas, je me fous la paix pour reconsidérer les choses sous une autre lumière. Et donc, on voit bien que foutez-vous la paix, c'est pouvoir faire des choix conscients. C'est pouvoir maîtriser sa vie en comprenant que maîtriser sa vie, ça ne veut pas dire la contrôler. Que quand vouloir contrôler, c'est vouer à l'échec. On ne peut jamais tout contrôler. Et au fond, foutez-vous la paix, c'est faire des choix délibérés parce qu'on est engagé. Donc j'avais dit, premier problème, c'est croire qu'on va réussir quelque chose par le contrôle. Deuxième problème, croire que ce qu'on a besoin, c'est de se calmer. Mais on n'a pas compris. La pression, le contraire de la pression, ce n'est pas se calmer, c'est être engagé. C'est exactement le contraire. C'est s'engager, c'est être vivant, c'est sentir vraiment profondément dans ce que l'on fait. Donc voilà un peu l'ensemble de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous arrivez bien à voir pourquoi foutez-vous la paix, c'est de dire non à la pression qui nous écrase. Pourquoi la pression vous écrase sans que vous en ayez conscience, sans que vous le sachiez, sans que vous soyez en faute, parce que vous voulez trop bien faire et que vous êtes épuisé. Donc, l'épuisement entraîne l'épuisement à tous les niveaux. Voilà ce que j'espère avoir réussi à vous montrer. N'hésitez pas à me faire tous les retours que vous voulez, m'écrire vos questions, vos témoignages, comment ça vous a éclairé. Ça servira de base pour le prochain cours où nous regarderons les choses de manière un peu différente en essayant de regarder en travaillant cette fois-ci sur la question des injonctions. Donc on a vraiment travaillé sur la pression, toutes les formes de pression. Et au prochain cours, on travaillera sur qu'est-ce que c'est les injonctions, qu'est-ce que c'est l'injonction paradoxale. Et c'est un autre champ précieux que nous allons découvrir. Eh ben, je vous embrasse tous très fort et je donne la parole à Mathieu. Waouh, 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 Fabrice, tu pars très fort là ce matin pour cette première séance. Non, franchement, merci beaucoup pour cette description très très précise voilà, de tous les éléments qui nous mettent la pression et qui constituent vraiment ce processus de cette logique du cercle vicieux qui nous emprisonne vraiment. Puis ta description du phénomène du débordement, du surmenage, waouh, c'était très très juste. Enfin, moi, je me suis senti. Je crois que ça nous parle très profondément et avec cette ouverture que tu nous donnes à la fin pour s'engager, je crois que le week-end qu'on va vivre sera complètement différent. Donc, merci pour ça. Et pour la prochaine séance, la deuxième séance. Hein. C'est très bien, tu as raison de me dire ça. Comme ça, si je peux vous donner un conseil pour le week-end, voyez qu'est-ce qui se passe quand vous vous engagez avec présence, avec joie, avec amour dans quelque chose. Même si ça ne dure qu'un quart d'heure, voyez ce que ça vous fait. Et là, vous verrez, c'est un peu ça, foutez-vous la paix. Oui, exactement. Et donc, notre prochaine séance, là où on va parler des injonctions, ça va être mardi prochain, le 16 novembre, et c'est à 21h, notre séance en direct. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose que je dois vous parler qui est important. Aujourd'hui, à 14h, vous allez tous recevoir un mail avec un lien où vous allez pouvoir vous inscrire à ce qu'on appelle les groupes de pratique. Ça va accompagner les 2 semaines d'échange ensemble dans cette aventure. Alors, ces groupes, ils sont vraiment pensés pour des personnes qui souhaiteraient, qui ne connaissent pas vraiment l'école ou qui découvrent l'école de méditation et qui aimeraient en savoir plus. Et voilà, si vous êtes déjà membre de l'école, ce n'est pas forcément juste d'y participer parce que pendant ces temps-là, ça va être des temps d'1 heure, il y en aura 3 groupes, je vais vous dire les dates. Pendant ces 3 groupes, eh bien, vous allez être accompagné par un enseignant de l'école de méditation qui fait ça bénévolement. Et d'ailleurs, je remercie tous les enseignants qui sont engagés à faire ça. Et donc, pendant cette heure-là, l'enseignant va vous présenter des éléments de l'école et va aussi vous guider dans des pratiques que Fabrice aura guidées pendant le cours. Donc, on va retrouver, vous allez pouvoir voir l'articulation un peu entre la pratique, le foutez-vous la paix et l'école de méditation.
Donc voilà, vous allez recevoir ce message à 14 heures. Pour vous inscrire, il faudra donner 2 horaires où vous êtes disponible sur les 3 séances. Donc les séances, ce sera le mercredi 17 novembre, le vendredi 19 novembre et le lundi 22 novembre. Vous retrouverez les infos sur le mail. Donc, si vous vous inscrivez, c'est important, vous vous engagez à assister aux 3 séances du groupe, c'est vraiment important. Et il faudra vous inscrire avant ce lundi à minuit pour me donner le temps de faire les groupes. Si vous ne recevez pas le mail à 14h05, si vous voyez, vous ne l'avez pas reçu, vérifiez vraiment dans vos spams, vos indésirables, des fois ça tombe dans ça, ou vos mails promotion. Et si ce n'est pas dans ça, vous m'envoyez juste un petit mail et je vous le renverrai. Voilà, sur la page du cours aussi, en début de cet après-midi, vous aurez déjà accès au replay de cette séance. Et vraiment, c'est à noter que le blog des replays, parce que j'ai souvent ces questions, est temporaire. Hein. Il sera actif jusqu'au 31 janvier. Il y a vraiment beaucoup de temps où vous pourrez voir et revoir les séances sans problème. Voilà, et le lien pour se connecter à tous les directs, c'est toujours le même. On vous envoie régulièrement des messages pour vous rappeler qu'il y a une séance aujourd'hui. Enfin, à chaque direct, on vous envoie un mail. Mais sachez que le même lien est utile pour les directs. C'est toujours le même lien. Voilà, ça va Fabrice, toi tu veux rajouter quelque chose ou tout est OK? Je pense que c'est bien, tu as été complet. OK, super. Eh bien, on vous souhaite un bon week-end et on vous embrasse très fort. À mardi soir et à très vite. Et oui, et si vous n'avez pas le mail de Fabrice et que vous voulez envoyer un témoignage ou tout ça, vous pouvez m'envoyer le mail et moi je lui transférerai les infos, les messages que vous voulez lui transmettre. On vous embrasse. Bye bye. On peut rallumer les micros. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon week-end. Au revoir, merci. Bon week-end. Bon week-end. Voilà, bon après-midi. Bientôt. Au revoir. À la prochaine, bon week-end. À bientôt. Merci Fabrice. Merci. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Fabrice et Mathieu. Merci. Bon week-end. Au revoir à tous.